Nous sommes mardi 12 juillet 2022. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous suivre et merci de continuer à nous faire confiance. C'est un grand honneur de vous retrouver encore une fois. C'est le premier numéro de la semaine. Je reçois deux Patrick. L'un s'appelle Kalinga, journaliste confrère. Il est journaliste responsable de Tabac à la télévision. Et l'autre s'appelle Patrick Sahel, analyste indépendant. Enfin, Monsieur José Kaniki, que j'ai reçu la fois passée, cadre des ACP et communicateur de l'Union Sacrée. Ensemble, une seule question, la convoitise mondiale à la portée de la RDC. On en parle aujourd'hui, comment nous faire respecter, mais aussi, bien évidemment, les regards des autres sur nous. Alors, messieurs et dames, l'actualité en image tout de suite. La RDC à la porte de la convoitise mondiale, c'est une question que se pose la rédaction de Congo Buzz. Depuis près de 3 décennies, la République démocratique du Congo est victime de la convoitise de ses ressources naturelles. Cuivre, cobalt, or, diamant, uranium. En tant que première en cette matière qui alimente l'économie de notre politique et surtout de notre pays, l'industrialisation de puissance mondiale dépendent pour la plupart des cas de ce que nous possédons. Pour y accéder, l'opposition dominante recourt parfois aux groupes terroristes et autres forces négatives pour déstabiliser l'Est de la RDC, occasionnant donc des pertes en vies humaines. Et le projet de sa balkanisation par les marionnettes déjà pointées du doigt dans le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi et autres sujets congolais. En tout cas, cette épineuse question nécessite une mobilisation tous azimuts des Congolais pour freiner l'hémorragie. Signé la rédaction. Mesdames et messieurs, on va donc discuter de ce que représente le Congo sur l'échiquier international et comment faire pour finalement nous réapproprier la force que nous avons. Et puis on va aussi analyser les 20 dernières années, sinon les 25 dernières années, en commençant par l'AFDEL. On en parle tout à l'heure avec nos invités. On commence par le premier qui fait pour la première fois qu'il participe dans cette émission. Monsieur Patrick Sahel, comment allez-vous? Je vais très bien, merci beaucoup Christian. Je suis très heureux d'être là. J'ai aimé le cadre. Et quand mon ami m'a appelé pour me dire que je devais participer à l'émission, j'étais très heureux parce que j'attendais cette invitation. Merci. Et bien voilà, c'est arrivé, je suis très content. Alors, vous êtes indépendant. Voilà. Avec indépendant, on va en parler. Quelle est l'image que vous avez quand on vous parle de la RDC? Est-ce que c'est l'image des 100 millions d'habitants? Est-ce que c'est l'image de 2 400 000 et quelques kilomètres, 1000 kilomètres? Quelle est l'image qui vous revient en premier? L'image qui me vient en premier, c'est tout ça là, mais aussi c'est, j'aime bien dire, c'est l'image de celui-là qui est indépendant mais qui s'ignore. C'est-à-dire que j'étais quelque part, je disais, la RDC c'est un pays où les dirigeants sont sous l'emprise des colons, mais le peuple il est libre aujourd'hui. La RDC c'est le Congo, mon pays, c'est cet endroit où beaucoup veulent arriver. Mais ceux qui sont à l'intérieur se disent, nous, on va pas bien ici, il faut qu'on aille ailleurs. C'est-à-dire que c'est Eldorado des autres, pour les autres. Mais pour ceux qui sont à l'intérieur, ils s'ignorent. C'est-à-dire que on attend que la manne vienne d'ailleurs alors que nous produisons la manne chez nous. Mais qu'est-ce qui justifie ce paradoxe? C'est parce qu'on nous a chanté les matières premières avant, sans nous dire qu'il y avait une matière primaire, d'abord l'homme. Il lui fallu qu'on en forme d'abord cet homme-là qui va gérer les matières qu'il y a dans son pays, la RDC. Mais cet homme, au moment où il n'est pas géré, au moment où il n'est pas formé, la personne va se dire, c'est que j'ai ici comme matière première, par exemple, qu'est-ce que je peux en faire? Alors, le Belge, l'Anglais, l'Américain, il viendra, parce que lui, il sait ce qu'il faut en faire. Il vient, il trompe la personne qui est maître de ces matières premières, et parce que cette personne que j'ai appelée la matière primaire n'est pas formée, il va céder ses richesses à la personne qui va mieux l'utiliser pour le revendre sous une autre forme à un prix exorbitant. Alors, est-ce que vous pensez aujourd'hui que nous subissons, la vie? Est-ce que nous sommes en train de subir une sorte de dictat intellectuel, philosophique, idéologique? Ou vous pensez que nous ignorons tout simplement? Nous ignorons parce que ce dictat-là, c'est lui-là qui veut, parce que vous avez parlé de 3 décennies, je reviens à ça. Oui. Moi, je veux dire à M. Christian Boussembe que ça a commencé en 1895.
Quand le Congo était encore Congo belge, entre 1885 et 1908, c'est là que le Belge avait compris que ce peuple a la manne, mais ce peuple s'ignore. Cette ignorance a commencé là. Mais après 1908, le colon, vous voulez le Belge, a ramené l'école en RDC, a ramené l'instruction. Mais qu'est-ce que le Congolais a fait de cette instruction? Mais qu'est-ce qu'il vous a appris d'abord? Il vous a appris à vous soumettre. Il vous a appris à croire, pas à raisonner. Oui, le maître est devant et vous ne posez pas de questions. Oui, mais malheureusement, vous ne posez pas de questions embarrassantes. Au début, vous répétez ce que le maître vous a dit de dire. Au début, c'était ça, Christian. Oui. Vous n'allez pas oublier parce que nous subissons jusqu'à aujourd'hui parce que même l'école subit le programme belge. Exact. Même l'école. Mais à un moment donné... Un programme qui a déjà changé chez eux. Ils ont changé le programme chez eux. Je disais d'ailleurs, aujourd'hui, nous parlons de... Il n'y a pas très longtemps, on a parlé des reliques de Lumumba. Oui. Même le documentaire qui parle de Lumumba, chez eux, le documentaire a changé. Mais chez nous, ici, ça n'a pas encore changé. Encore que c'est truqué déjà, ces documentaires. Vous voyez quand même, c'est-à-dire que maintenant, c'est à l'homme qui a l'impression de se réveiller. Cet homme qui est debout doit rester éveillé. Okay. Il est réveillé, oui, mais il doit rester éveillé pour que, aujourd'hui, vous savez, ici au Congo, nous avons beaucoup d'églises de réveil, mais qui ne sont pas éveillées, malheureusement. C'est ça aussi la typologie de cet homme congolais. Il est réveillé, mais pas éveillé, parce que ça veut dire que la personne qui l'a emmené l'école, qui a emmené l'école ici, t'a emmené quelque chose qui peut te garder en mode veille. Mais le Congolais, il a utilisé l'école pour s'endormir. Alors, mais Patrick, à vous aussi la question que je poserai. Quand on parle de la RDC, qu'est-ce que vous voyez en réalité? Qu'est-ce que vous entendez? Je vais vous faire rire. J'ai entendu quelqu'un qui a dit « Assez votre chanson de scandale géologique, scandale, et ainsi de suite. » Il dit tout simplement « On est un scandale, point. » Ben, c'est à chacun de dire qui il est en réalité. Dans quel domaine il y a ce scandale? Merci, en tout cas, merci beaucoup Christian Bossembe. Je salue aussi le co-débatteur aujourd'hui. Le sujet est très pertinent. Alors, si je dois donner mon entendement de la RDC, selon moi, je dirais simplement que du point de vue géostratégique, la RDC a une position géographique qui lui confère, comme c'est que Frantz Fanon appelait la gâchette de l'Afrique. C'est-à-dire que la RDC, de par sa position, de par sa posture géographique, est un élément déclencheur du développement même de tous les continents africains. Mais paradoxalement, la RDC, cette partie géographique regorge en son sein des êtres humains qui sont frappés par l'obscurantisme en termes de savoir. Le savoir est une arme, vous le savez bien, Christian Bossembe, mais nous avons l'impression que les gens qui y habitent n'ont pas ce savoir-là, ne savent pas qu'ils sont sur une terre pleine de richesses, pleine de minéraux, qui peut, dans une certaine mesure, développer ce pays. Donc ils ignorent tout simplement. On est pauvre, mais assis sur de l'or. Effectivement, on est pauvre du point de vue aussi du savoir. Oui. Parce qu'à partir du moment où on définit le peuple par sa capacité à transformer son environnement, un peuple différent d'une foule et en même temps, un peuple qui ne transforme pas son environnement, c'est un peuple qui est ignorant. En Grèce antique, l'ignorance était un péché. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de nos universités, par exemple? L'université, de par sa définition, son essence, c'est là où il y a des élites. Une élite dont le rôle est de réfléchir sur des questions qui assaillent la société et de proposer des pistes de solutions par rapport à ce problème-là. Mais nos universités aujourd'hui, nos professeurs, entre guillemets, les revendications des universitaires, les revendications des chercheurs, au lieu de se focaliser sur la recherche, nous sommes plutôt sur des jeeps. Nous devons aussi avoir des jeeps. Ah ben c'est la lutte du lucre. Voilà. Le lucre l'a emporté sur la science, effectivement, sur la connaissance. Effectivement, au point que nous oublions qu'il y a des enjeux géostratégiques par rapport à ces minerais, à ces ressources naturelles. La problématique que nous allons passer au peigne fin aujourd'hui, c'est quoi? C'est que ces richesses-là, la position de la RDC, le place dans une espèce de convoitise des autres pays. Les autres pays convoitent la RDC. Convoitent la RDC parce qu'ils y voient de minerais, ils y voient de richesses. Pour parler du Rwanda, par exemple, pour aller droit au but. Le Rwanda, par exemple, le Rwanda a toujours convoité
la partie est de la République, les Kivu. Parce que vous savez que la partie est, le Kivu, est appelée la Suisse de l'Afrique centrale. Et donc, du coup, cette partie-là a 256 000 km² de terre fertile. Le potentiel touristique est tellement énorme. Les richesses, le cuivre, l'or, etc. est tellement énorme au point qu'en 1998, il y a eu une guerre, un affrontement entre l'armée ougandaise, l'armée rwandaise dans le sol, dans notre territoire. Et tout ça, ça justifie combien les étrangers, les pays qui sont frontaliers au nôtre, convoitent notre pays, mais nous, on n'arrive pas à développer une politique pour arriver à préserver non seulement ces richesses, à fructifier ces richesses pour que ça contribue au développement de notre pays, mais nous somnolons, nous passons l'éclair de notre temps à parler des élections dans une certaine mesure. Ouais. Je pense même à la déclaration combien anachronique du président Fayoulou, qui déjà parle des élections au moment où nous sommes dans un contexte d'agression. Non, mais lui, il a dit clairement. Il parle des élections, il parle même de la fraude électorale anticipée. Lui, il a dit clairement avant qu'il y ait même des élections. Mais il a dit clairement que si lui, il était président, oui, cette affaire du Rwanda serait réglée rapidement. Et le problème le plus important, pourquoi le Rwanda nous agresse, c'est parce que Tshisekedi et Kabila ont volé les élections. C'est pourquoi le Rwanda nous agresse. Donc s'il n'y avait pas vol et tricherie, en tout cas le Rwanda n'avait pas nous agressé. Mais vous allez remarquer que la réflexion, elle est tellement facile. Comment ça? Elle est tellement facile. Nous devons, en fait, un homme politique, c'est une personne aussi qui, quand il y a un problème, vous proposez... Quelle est la déclaration de l'ESID, par exemple, par rapport à la guerre? L'ESID veut qu'on déclare la guerre directement, veut qu'on renvoie l'ambassadeur rwandais de la République démocratique du Congo. Est-ce que c'est une réflexion qui tient la route? Ben pour eux peut-être. On va revenir à vous, Patrick. Alors restons dans les préliminaires avant d'aller loin. Alors, mais Monsieur Kaniki, quelqu'un m'a fait rire ce matin, je crois hier. Il me dit République démocratique du Congo. Il dit le seul mot qui tient, ce Congo. Il n'y a pas de république, il n'y a pas de démocratie. Puisque ce que vous appelez démocratie, pour lui, c'est de l'anarchie. Nous sommes dans un pays où quelqu'un peut passer à la télévision, contester même la paternité du président. Aller même jusque dans les lits conjugales de quelqu'un. Et il appelle ça liberté d'expression. Il y en a qui parlent de république, mais personne ne veut être jugé. Quand vous attaquez Kaniki, c'est sa province qui dit c'est le nôtre, vous ne pouvez pas. Quand vous attaquez Bossembe, ben c'est l'Équateur qui va se réveiller pour dire c'est le nôtre, c'est de l'acharnement. Donc nous n'avons pas le sens républicain, nous n'avons pas non plus le sens de la démocratie qui consiste à respecter les textes. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup. Très chère question. Merci pour votre invitation. Bonjour à mes compatriotes avec qui nous partageons ces beaux plateaux et ces beaux cadres. Merci. Bonjour nombreux téléspectateurs et téléspectatrices de cette grande émission, Grande Tribune. Vous savez, en jetant un regard sur vos écrans, je vois la RDC entourée plus ou moins de 9 voisins. Ouais. Et vu sa grandeur, je vois un pays géant, c'est vrai, mais au pied d'argile, où son peuple et plusieurs de ses dirigeants se méconnaissent. En fait, ils ne prennent pas la portée et la grandeur de ces pays pour amener ces pays vers le haut. Généralement, je pourrais dire ceci, j'ai dit ceci plutôt, que nous avons déstructuré l'État depuis près de 40 ans, 50 ans. Je ne suis pas du genre qui voit le mal toujours chez l'autre. Je me pose des questions. Certes, il est vrai que le royaume de Belgique nous a malmenés, nous a maltraités. Je parle de l'époque coloniale. Ça, c'est vrai. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais à côté de cette maltraitance, à côté de ces viols, à côté de tout ce qui est négatif par rapport aux Congolais et même à la République démocratique du Congo, les Belges nous ont laissé quand même un État. Les infrastructures, au niveau sportif, au niveau éducationnel, nous avons eu quand même à l'époque une armée.
Bref, l'État était la fonction publique, j'ajoute. Nous avons eu quand même un pays, on nous a légué quand même un pays structuré. Un État, une nation. Mais qu'est-ce que nous avons fait après l'indépendance? Qu'est-ce que nous avons eu à faire de ces pays? De tout ce que les Belges nous ont laissé? Nous l'avons tout simplement déstructuré. Mais vous savez, Kaniki, que nous n'avons pas attendu 2 ans pour parler sécession. Après juste l'indépendance, je me pose la question. On n'a pas fait 3 ans, l'État n'a pas résisté. Alors, quel État on nous a confié? Et voilà. Même pas 3 mois. Même pas 3 mois, puisque l'indépendance qu'on a obtenue, et vous le savez d'ailleurs, je ne vous informe pas, vous savez que la loi fondamentale était rédigée en mai. Ça veut dire 1 mois avant que nous ayons l'indépendance. Exactement. Et pas un seul noir. Et aussitôt que nous avons repris les rênes de ces pays, c'était la lutte de leadership, la lutte du pouvoir, sans penser Congo, sans penser comment faire pour pérenniser le côté positif de ce que nous avaient laissé, disons, les Belges. Et voilà, nous sommes tombés si bas. Mais aujourd'hui, nous essayons de nous relever. Vous nous parliez tantôt de nous n'avons pas une république et la démocratie. Non, non, c'était juste une question. Effectivement, il faudrait préciser quand même, nous avons combattu pour gagner cette démocratie. Et ce pays est un pays démocratique. Mais un processus démocratique s'est construit. Ça s'est construit dans le temps et dans l'espace. Et depuis plusieurs années, nous avons quand même évolué. Vous n'avez qu'à comparer avec ce qui se passe chez nos 9 voisins. Vous allez comprendre qu'ici, nous avons évolué. Mais seulement dans toute évolution, il y a toujours ce qui est négatif. Des dérapages. Des dérapages. Nous pouvons le mettre dans ce sens-là. Nous avons quand même une république. Au-delà de tout ce que nous pouvons dire, certaines personnes qui sont tribalistes, qui disent des choses qui vont à l'encontre du vivre ensemble comme État-nation. Mais au moins aujourd'hui, 60 ans après, tout Congolais ressortissant de tous les coins et recoins de la République demeurent profondément congolais. Ils sont restés congolais. Et ça nous donne cette force-là de continuer à faire et à mener un combat contre cette balkanisation. Parce que vous savez ce qui arrive un peu avec cette affaire de l'Est, avec cette guerre d'agression, on va parler de la convoitise. Dès la sortie, dès que nous avons eu à avoir notre indépendance, eh bien, nous avons senti que les multinationales se sont entrés dedans pour gagner le Congo économiquement. Pourquoi? Parce que nous sommes un scandale géologique et j'en passe. Donc, c'est tout ça. On a tellement entendu. Oui. On est un scandale géologique. Mais 60 ans après, ça tient encore. Et toute cette guerre, si le Rwanda, si nous étions un pays pauvre, je ne pense pas que ces pays voisins auront eu à avoir des visées sur notre territoire. Peut-être vous êtes pauvre d'esprit, pauvre d'idées, pauvre de structure, pauvre d'organisation. Ça aussi, c'est une vérité. Voilà pourquoi c'est à 3 niveaux, cette convoitise, cette bêtise même. C'est au niveau international, multinational, les multinationales. Et au niveau sous-régional, qui profitent, ces pays voisins qui profitent de l'insécurité, du désordre. Mais malheureusement, cher Christian, il y a aussi des Congolais, des nationaux qui donnent de la perche à tous ces multinationales, à tous ces pays agresseurs. Donc vous comprenez qu'à la fin, nous devons tout simplement nous restructurer, nous remobiliser et être derrière, dans un sens général, derrière les institutions, parce qu'au moins avec ces régimes, cher Christian, ces régimes veulent faire avancer les choses. Très bien. Ce régime veut faire avancer les choses, mais dans l'entretemps, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un dit par exemple, vous avez ce que vous ne possédez pas. Voilà. Et quand vous vous mettez à réfléchir sur cette phrase, ça vous interpelle à différents niveaux, mais surtout à différentes façons de voir les choses. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Patrick?
Qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qui est à la base de cette situation? 62 ans après, aucun secteur ne fleurit comme il faut. Voilà. J'aime bien le terme que Christian a utilisé. Vous avez ce que vous ne possédez pas. Ouais. Mais voilà. Je vois aussi le grand thème de ce que nous partageons aujourd'hui, c'est la RDC à la porte de la convoitise mondiale. Ouais. C'est-à-dire que ces gens-là que d'aucuns appelleraient la communauté internationale, que d'autres, j'ai entendu de la bouche de Manix, a dit les multinationaux. Ces entreprises multinationales qui arrivent. Au fait, qu'est-ce qui se passe? Moi, je dis, il y a eu seulement changement de terme. Le terme colon a été remplacé par allié. Et quand ils sont arrivés, nos alliés d'aujourd'hui, quand ils sont arrivés, ils ont fait de prospection. Cher Christian, je vais vous parler de ce qui se passe à l'est de notre pays. Allez-y. Je parle de Goma. Oui. Vous savez, il y a une tour de contrôle à Goma, l'aéroport de Goma. Mais cette tour de contrôle ne sait pas prendre tout l'espace de l'est. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant qu'il y a des avions commerciaux au-dessus de l'est de mon pays? Ça se passe de relais. Il se passe de relais avec les tours des pays voisins. Rwanda, Ouganda, Burundi. Et qu'est-ce qui se passe? Maintenant, le colon, parce que moi, je préfère l'appeler encore colon, parce que dans l'esprit, le terme a changé. Aujourd'hui, ils sont alliés, mais l'esprit est resté l'esprit de dictat, l'esprit de colon qui vous dicte ce que vous devez faire. Ils font survoler sur le territoire congolais des avions qui atterrissent à l'est de nos pays, oui, en connivence avec nos potentiels. Hier, c'était nos potentiels ennemis, je cite le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi, aujourd'hui qui sont réellement nos ennemis. Les avions atterrissent chez nous. Ils prennent de minerais. Pendant que le tour de contrôle de ces autres pays voisins ne donne pas l'information à Goma, nous ne savons pas qu'il y a un avion qui a atterri, nous ne savons pas qu'il y a un avion qui a décollé, mais avec des minerais. Parce que quand ils sont arrivés, ils ont fait de prospection, ils se sont rendus compte que la RDC regorgeait beaucoup de minerais. Mais est-ce que ils convoitent la RDC ou le sous-sol de la RDC? C'est ça le problème, c'est ça la grande question. C'est-à-dire que pour eux, le Congolais, on se fout éperdument. Mais ce qu'il y a sous le sol des Congolais, c'est ce qui les intéresse. Alors, on n'aime pas le Congo, on n'aime pas les Congolais, on aime le Congolais. Ben voilà. Alors, il faut prendre ça. De gré ou de force. De gré ou de force. Alors, il y a une autre hypothèse selon laquelle ces multinationales ne veulent pas faire la guerre chez eux. Ils ne veulent pas non plus entrer par la grande porte de la RDC. Ils vont donc trouver de la sous-traitance. Voilà. Et certains pays voisins qui ont des problèmes d'espace trouvent là un marché. Voilà. Nous vous donnons les minéraux et nous nous occupons un peu les terres pour nous. Est-ce que vous pensez que cette hypothèse est chimérique ou c'est de la réalité? C'est de la réalité. Commençons par, parlons d'abord on va directement aller vers le Rwanda. Parlons de Kagame. Qui est Kagame? Kagame, avant d'être président au Rwanda, c'était un rebelle rwandais en Ouganda. Oui. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Monsieur Museveni va prendre Paul Kagame, il envoie Kagame aux États-Unis pour qu'il apprenne le service de renseignement militaire. Kagame, après avoir été aux États-Unis, il a été formé par les Américains, il rentre en Ouganda. C'est-à-dire, le service de renseignement militaire en Ouganda. C'est Kagame qui a formé toutes ces personnes. Il vous souviendra que les Américains sont venus voulant chasser Habyarimana du Rwanda. Bill Clinton, ça c'est un secret de polichinelle. Bill Clinton a fusillé l'avion d'Habyarimana par Kagame parce que c'était un fils du pays. Et Kagame est devenu président de la République. C'est ça, c'est tout ce qu'ils font. D'abord, il était vice-président, puis président. Ben voilà. Le plus long, le président ayant le règne le plus long, hein, je crois, de l'histoire du Rwanda. Peut-être excepté les rois de l'Antiquité. Mais le type aura quand même tapé. Hein. Ben voilà. Ouais. Ça dit que c'est quelqu'un qui gère les bénéfices et les intérêts des Américains. Aujourd'hui, nous voyons une guerre en RDC et nous attaquons directement le Rwanda, sans savoir qu'il y avait les Américains à côté de lui, sans savoir qu'il y avait imaginé. Quand la RDC a commencé à avoir ce sursaut patriotique, excusez-moi, qu'est-ce que l'Américain a dit aux Congolais? L'Américain va envoyer une lettre à Monsieur le Président de la République disant que les gens qui financent les M23 sont dans ton gouvernement. C'est-à-dire qu'ils ont voulu que le président de la République, que la RDC regarde à droite alors que le problème venait de la gauche. Le problème que gérait, fomenté même par les Américains et même les Belges. Ils sont tous de connivence. Ils sont de connivence. C'est eux qui nous tuent. C'est eux qui sont derrière les richesses de la RDC. Monsieur Christian Bossé, mais comment comprendre qu'un État ami, un État allié, parmi les 10 pays, notre président de la République,
il a traversé, il a sillonné avec sa diplomatie, il était dans tous ces pays-là. Mais quand il lui fallu voter pour lever l'embargo, c'est les mêmes pays qui ont voté non. Ce sont des pays amis. C'est totalement contradictoire. Contradictoire. C'est-à-dire qu'eux, ils sont là pour les intérêts. Ils sont là pour se faire des santé financières. Ils ne sont pas là pour le Congolais. Le Congolais peut mourir aujourd'hui. Je vais chuter en disant ceci. Chère Christian, il vous souviendra que l'avion d'Abiyarimana a été abattu pendant qu'il y avait un démocrate aux États-Unis, du nom de Bill Clinton. C'est-à-dire que ces gens-là, pour arriver à leur fin, ils sont prêts à tout. Ils sont même prêts à créer une guerre civile, s'il le faut. Ouais. Je vois vous voyez d'où je viens. Je vois un peu en Libye, c'est ce qui s'est passé aussi. C'était un démocrate qui était au pouvoir. Vous comprenez quand même. C'est-à-dire que nous devons faire aussi attention, nous devons dire à notre président de la République, fais attention à ces alliés-là. Parce que dans leur tête, ce ne sont pas des alliés, ce sont des colons. Des colons. Alors, mais alors, Patrick, avec vous, je voudrais vous faire voir un truc. Je crois que vous le savez déjà d'ailleurs. Kabarebe, ça sera le meilleur citoyen, on va dire le chanceux d'Afrique, pour avoir été dans 3 pays à la tête de 3 fonctions principales. En Ouganda, c'est le chargé des informations, je vais dire chargé de renseignement ougandais. Ici, il est le chef d'état-major. Au Rwanda, il est ministre des Affaires étrangères. Alors je me dis, quel est cet Africain aussi béni comme ce type, si vous voyez mon regard? Bon, en fait, tout ça, c'est la conséquence de la turpitude de l'homme politique africain en général et congolais en particulier, dans une certaine mesure. Vous savez que 62 ans après, nous sommes restés ce que nous étions, c'est-à-dire que de sous-hommes. D'ailleurs, dans le Damné de la Terre, France Fanon appelle ça des politiques commissionnaires. C'est-à-dire que après, lorsque nous avons accédé à l'indépendance, les gens ne se sont pas focalisés à développer le pays. Ils se sont dit, ben, nous allons remplacer le blanc. Nous allons faire exactement ce que le blanc faisait. Au point que la première loi discutée à l'Assemblée nationale de l'époque, au Parlement, dès l'époque, on discutait de quoi? On discutait des émoluments des députés. Comment revoir à la hausse les émoluments des députés. La toute première loi de notre Parlement. Voilà. Après notre accession à l'indépendance. Et c'est resté la même chose, hein? Oui, c'est resté la même chose. Aujourd'hui, c'est toujours, on revoit à la hausse les émoluments maintenant. Voilà, exactement. Nous sommes restés ce que nous étions. Oui. En même temps, vous allez remarquer qu'il y a des politiciens qui sont des commissionnaires en mal de positionnement, nous des alliances contre nature, qui se répercutent contre les intérêts nationaux. Ce qui fait qu'on noue des alliances avec le Rwanda, on noue des alliances avec l'Ouganda, ce qui fait que après, lorsque ces accords capotent, qu'est-ce qui arrive? C'est le peuple qui en pâtit. C'est le peuple qui en pâtit. Comment comprenez-vous ceci? Le rapport 2008 des Nations Unies sur la situation de la RDC dit que de 2001 à 2004, le Rwanda s'est reconstruit à 70% de minerais de la République démocratique du Congo. Le rapport existe. Si le Rwanda s'est reconstruit de minerais de la République démocratique du Congo, le Rwanda était des connivences avec certains acteurs politiques de notre pays. Mais le Rwanda a placé des gens ici, vous le savez. Justement, le Rwanda a placé parce que nous avons laissé faire. Ouais. Nous avons laissé faire, nous avons ouvert une brèche. Mais Patrick l'a dit, il fallait faire sauter Mobutu, ça venait de l'extérieur. Il fallait le faire sauter, il n'était plus au goût de... Voilà, au goût de colons. Il n'était plus au goût de ces gens-là. Oui. Il fallait les débarrasser et remplacer quelqu'un d'autre. Oui. Et puis après, toute la problématique va Oui, mais justement, même, attendez, nous avons chassé Mobutu. Laurent Désiré Kabila est venu. Laurent Désiré Kabila a commis quand même cette bévue-là de nouer des alliances contre nature avec le Rwanda, etc., qui sont arrivés. Mais il s'est rendu compte très vite que ces gens-là ne jouaient pas franc jeu. Il fallait se débarrasser de ces gens-là. Il a noué d'autres accords avec d'autres pays. Les Zimbabwe, l'Angola, le Tchad, la Namibie. Ce pays-là nous ont permis de nous débarrasser du Rwanda, de nous débarrasser de l'agression rwandaise, ougandaise et tout. Mais aujourd'hui, par exemple, quand je regarde les accords, l'adhésion officielle, par exemple, de la République démocratique du Congo à l'EIAC, lorsque je pense qu'en 1958, Kwame Nkrumah avait déjà jugé, pas d'un bon oeil, la création de
cette force régionale, parce que à l'origine de la création de l'EAC, c'est quoi? C'est de créer un État fédéral. Un État fédéral qui aura la même unité politique, la même unité géographique et la même unité économique. De 6 pays, 5 pays à l'époque, 3 pays à l'époque, après 5 pays, 6 pays et puis maintenant 7 pays. Lorsque nous signons, parce que si on donne 5 mois après la ratification du traité et tout, pour aplanir d'abord le problème des tarifs douaniers, de toutes ces histoires-là, etc. et tout. Mais lorsqu'on a signé, aujourd'hui, on sait pertinemment bien que le Rwanda a des visées territoriales dans notre pays. On ne peut pas se leurrer, c'est ça, au fait. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui lorsque on va, par exemple, signer ces accords? Je suis pour la politique de la non-violence prônée par le président de la République. Ces actions politiques, moi, ça me réjouit quand même de voir un homme d'État qui reste imperturbable dans ses visées, etc. et tout. Mais il y a aussi l'entourage qui doit aider aussi le président de la République dans une certaine mesure, dans certains choix. Très bien. Parce que ça peut se répercuter contre le pays et c'est pas bien. Très bien. Dans une certaine mesure. Alors, M. Kaniki, les deux Patrick opinent sur la question de la convoitise. Je voudrais parler de la traçabilité des minéraux. Mais il est très facile de tracer nos minéraux pour savoir que le Rwanda ne dispose pas des grandes industries pouvant transformer ce que nous avons. Sinon, il n'y a pas récemment qu'ils ont amené une raffinerie et puis après une autre. Mais on sait tous que nos minéraux finissent dans les grandes industries internationales. Nous pouvons donc suivre nos minéraux où elles partent. Nous savons que lorsque l'aéronautique a besoin, c'est notre coltan qui aide. Nous savons quand on a besoin de téléphones, c'est encore notre cobalt qui aide. On sait quand on a besoin aujourd'hui, par exemple, de voitures avec batterie et tout ça, on sait que ça va être le lithium. Donc on sait tracer ces choses-là. Pourquoi nous ne le faisons pas à l'intérieur déjà? Merci beaucoup, très cher Christian. Il faudrait d'abord préciser ici que, en fait, la RDC est une belle femme. Une très belle femme même. Alors, la RDC ne peut pas s'offusquer d'être convoitée. Mais seulement la RDC doit s'assumer. En mais fait, ça, c'est pas qu'il y a la convoitise, on dirait que c'est un viol. On amène une petite fille, on l'amène dans une maison et on commence à faire des choses. J'allais dire que... Violer de multiples manières. C'est pas possible. En fait, j'allais dire ceci, que la RDC doit s'assumer, elle doit être capable de dire oui quand il est faux, mais surtout d'être capable de dire non. Mais c'est quand elle dit non je vais utiliser un terme qui va peut-être choquer, mais qu'on la pénètre violemment, puisque les Rwandais entrent sur notre sol sans notre accord. Vous avez l'Ouganda qui entre sans notre sol. Patrick l'a même dit, on peut abattre un président sans notre propre accord. Tout à fait d'accord avec vous. Voilà pourquoi le chef de l'État, lorsqu'il arrive au pouvoir, l'ayant compris, il se décide de jeter des ponts. Okay. Parce qu'en fait, on ne s'organise pas, il n'y a pas un pays qui s'organise pendant la période de guerre. C'est quasiment impossible. Parce que la guerre a des implications négatives sur les infrastructures, sur les vivre ensemble. Donc il faut un temps de paix. Or, nous avons connu un pays depuis 25 ans en guerre perpétuelle. Voilà pourquoi le chef de l'État, dans sa diplomatie, il s'est dit, je vais chez ceux-là, les Occidentaux donc, où résident les multinationales. Parce que c'est là où il y a intérêt de tous nos minéraux, de toutes nos richesses. Il a fallu parlementer, démontrer que nous pouvons dialoguer, nous pouvons faire du win-win, du gagnant-gagnant. Mais malheureusement, ces multinationales sont habituées depuis 25 ans à piller nos richesses à 100% en passant par les pays voisins. Ça pouvait tenir 4 mois, 5 mois, voire une année. Mais après, lorsqu'on se rend compte que le win-win, je parle de ces occidentaux ou ces multinationales, lorsqu'ils se rendent compte qu'ils ne gagnent plus par rapport au pillage, eh bien, ils ramènent la guerre. À travers, bien sûr, la sous-région,
avec ces pays rwandais, avec les Rwandais. Et au niveau de la sous-région, très cher Christian, le chef de l'État, l'ayant compris que monsieur le Rwandais, monsieur Kagame, était un habitué de l'insécurité et il bénéficiait de l'insécurité au niveau de l'Est de notre pays. Non, mais il dit que le président doit être responsable. Il dit que le président congolais doit être responsable de regarder le problème à l'intérieur. Et ce n'est pas lui. Il dit que lui n'est pas dedans et dans vos affaires. Mais c'est un gros mensonge, très cher Christian. Ne nous attendons pas à ce que le monsieur que vous me présentez là de l'autre côté puisse reconnaître que c'est lui l'agresseur. Non, il ne le fera jamais. Parce qu'il sait que ça serait dangereux pour lui. Voilà pourquoi il joue au faux fouillant, comme vous venez de le dire là. Au fait, j'allais dire ceci. Le chef de l'État était dans une bonne optique. Parce que le chef de l'État, lorsqu'il arrive au pouvoir, il trouve un pays à 10 millions, 12 millions de morts. Un président, un chef d'État, un politique responsable ne recherche pas d'abord la guerre. Je dis bien, d'abord la guerre. Il recherche d'abord la paix. Et la paix, on l'a fait avec qui? Avec ses ennemis. Parce qu'on ne peut pas faire la paix seul. On fait la paix avec ses ennemis. Il est allé dans cette optique-là. Mais malheureusement, le monsieur, le Rwandais, habitué à piller à sa guise les richesses de la République démocratique du Congo, et ayant compris la stratégie du président de la République, lorsqu'il signe des accords commerciaux avec le Rwanda, mais de l'autre côté, il monte déjà des usines, des raffineries d'or au niveau de Bukavu, si je ne m'abuse. Ça met mal à l'aise le monsieur. Voilà pourquoi il va exhumer les corps du M23 pour s'attaquer à la RDC une fois de plus pour que cela lui soit bénéfique parce que lui s'est construit dans l'insécurité au bénéfice de l'insécurité de la RDC. Pourquoi vous n'arrivez pas à exporter cette insécurité chez lui? Pourquoi il n'y a que lui qui peut venir chez vous? Nous avons l'histoire de l'AFDEL. Il nous impose un président. Il amène Kabila, qui était opposant de Mobutu, il amène ici. Pourquoi vous n'allez pas chercher un opposant en France, aux États-Unis? Il n'est pas encore mort, donc vous le prenez et vous allez les armer, vous le remettez chez eux. Pourquoi vous ne faites pas la réciprocité? Mais dès que vous tentez de faire cette réciprocité-là, vous y étiez déjà infiltré depuis 25 ans. On a parlé de combien de militaires rwandais? C'est pas 90. Vous comprenez? Et tout ce que vous manigancez, tout ce que nous planifions au niveau étatique de notre pays, eh bien, les informations passent de l'autre côté. Et ils se mettent en avant pour vous étouffer. Voilà pourquoi l'optique de la paix était d'abord nécessaire. La recherche de la paix, on s'organise, on extirpe toutes les mauvaises personnes de notre armée, toutes les mauvaises personnes de nos services de renseignement, et alors ce n'est qu'après qu'on allait se réagarder, on allait se reconstituer, un peu comme en fait, la Russie l'a fait. 25 ans, 30 ans durant, après qu'ils se sont disloqués, l'URSS donc, la Russie a eu le temps de se remotiver, de se restructurer, de se donner les moyens pour faire la guerre et s'imposer au niveau international. Chose qui n'est pas le cas pour nous. Dès que nous voulons avancer, eh bien, on profite de nos faiblesses, les nationaux aussi, on profite de nos faiblesses pour nous infiltrer. Très bien. Mais moi, je pense que au-delà de tout, nous sommes dans une bonne optique cette fois-ci et nous allons gagner cette guerre face à tous ces mécréants. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Patrick? Cher Christian, vous parlez de la traçabilité. Je voudrais d'abord vous dire que traçabilité, il y aura si le marché est officiel. C'est-à-dire que celui qui ramène la guerre chez nous, c'est un receleur. Il achète chez le voleur. Le voleur que lui, il arme. Vous savez, il n'y a pas 2 semaines, on a trouvé les armes chez les M23 et toutes les armes qu'on a trouvées là-bas venaient de la Chine. Mais qu'est-ce que la Chine a dit? Moi, j'ai vendu aux Rwandais. Vous imaginez? C'est-à-dire que la personne qui exporte la guerre chez nous, qui emmène la guerre chez nous, qui importe la guerre chez nous, c'est-à-dire que trouve les personnes qui peuvent, les bonnes personnes pour faire cette guerre-là.
Des commissionnaires. Mais des commissionnaires. Comment on va tracer nos minerais? Il n'y a pas 2 mois ici, passez-moi cette expression, nous avons vu un assassin nous ramener la dent de la personne qui l'avait tué. Mais on a acclamé. La Belgique nous a rendu la dent de Lumumba. Mais à part la dent, il y a les masques, il y a tout ce qu'il y a dans les musées belges là-bas et chez les Français. Mais comment c'est arrivé là-bas? C'est-à-dire qu'ils ont utilisé les personnes qu'on nommerait commissionnaires aujourd'hui, mais ces personnes, quand ils arrivent, cher Christian, vous savez comment ça se passe là-bas? 100 militaires arrivent dans un village, 20 militaires ont le droit et le devoir de tirer. Les 80 autres, ils vont dans des champs, dans des mines, pour prendre des minéraux, et quand c'est bon, ils repartent. Parce qu'ils ont fait des pistes d'aviation, mais où les avions décollent et atterrissent. Sous l'escorte de la MONUSCO. Exactement. Sous l'escorte de la MONUSCO. Moi, je peux affirmer. Allez-y. Vous voyez, c'est au grand malheur. C'est-à-dire que ces gens-là, quand ils arrivent, ils se disent, j'ai parlé d'Abiyarimana ici, ils n'ont pas peur de créer une guerre civile quand il faut. Aujourd'hui, nous parlons de la génocide rwandaise. Mais ce chapeau-là, nous allons faire porter qui a Kagame. Non, les Américains. Parce qu'ils savaient que si nous tuons l'avion d'Abiyarimana, les civils vont se soulever. Il y aura une guerre entre les Hutus et les Tutsis. Moi, je crains vraiment. Je prie pour que ça n'arrive pas. Je prie pour que le président de mon pays se réveille et qu'il reste éveillé aussi pour que c'est cette idée, comment je peux qualifier, de démoniaque des Américains n'arrive pas dans notre pays. Parce pour abattre le président, au cas où ça arrivait, je réfléchis à haute voix, au cas où ça arrive, parce que ces gens-là, pour arriver à leur fin, ils sont prêts à tout. Au cas où ça arrivait. Imaginez un peu la guerre civile qu'ils peuvent créer ici. Mais on peut contourner la situation. Oui, en offrant mieux, il ne faut pas qu'on soit tout fataliste. On peut contourner la situation. En fait, Monsieur Patrick, allez-y. Pourquoi nous avons l'impression qu'eux ont plus de stratégies que nous et qu'eux peuvent tout faire que nous, alors que nous savons tous que le Rwanda, j'ai utilisé le terme de M. Kaniki, si nous étions tous des femmes, mais la RDC est une femme rondeur, est une femme belle, est une femme mais pétillante, alors que de l'autre côté, vous savez à quoi ça ressemble. C'est une femme qui ne peut rien offrir. Elle n'a peut-être pas des bras, mais nous avons tout. Et les potentiels, pouvez-vous imaginer? C'est-à-dire que nous pouvons mieux donner aux autres. C'est la façon de comment nous donnons ça aux gens. Aujourd'hui, nous réfléchissons sur qu'est-ce qu'on peut offrir. Nous avons tout à offrir, mais quelles sont les clauses? Quand j'ai commencé, ici, j'ai parlé de la matière primaire, l'homme. Cet homme congolais, hier, n'était pas cet homme, passez-moi cette expression, qui peut dealer le deal gagnant-gagnant. C'est que Kanika parlait de win-win. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes réveillés. Aujourd'hui, on peut dire, chers Américains, venez ici. Pourquoi utiliser le Rwanda pour tuer en RDC et prendre nos minéraux? Dis-le directement avec nous. Voilà, nous sommes prêts à offrir nos minéraux. Et vous, qu'est-ce que vous nous donnez en retour? C'est possible. Mais parce que, par exemple, M. Patrick, prenons un petit exemple. Si nous demandons, par exemple, à Toshiba, nous demandons à Sony, ou nous demandons à Samsung, ou je ne sais pas moi, Apple, on dit, venez investir chez nous. Vous ne payez pas vos taxes pendant 5 ans, mais seulement la clause, vous engagez le personnel local, vous payez votre SMIC aux gens, et l'État va gagner en termes des impôts sur le revenu, ainsi de suite. Est-ce que cette taxe d'attraction ne peut-elle pas aider? Vous savez qu'on a commencé par là. Oui. C'est-à-dire que dans toutes ces choses, il y a le climat d'affaires aussi qui compte. Il y a l'économie aussi, la stabilité économique d'un pays qui compte aussi. Il vous souviendra que dans ce pays, il y a Tata Motors, General Motors, qui était là-bas. C'est-à-dire qu'en ce temps-là, en ce temps-là, quand General Motors est arrivé, il faisait ce qu'il faisait, mais l'homme congolais, c'est ça le problème. On a détruit. La politique nous a amené dans tout ça. Et nous devons garantir à toutes ces personnes-là que le climat y est bon. Alors, mais est-ce que comme Kanik l'a dit, ils vous tiennent par ici, et puis là, ils secouent un peu la sécurité de l'autre côté, comme ça, c'est un épouvantail pour les autres, ils disent, on ne peut pas venir là-bas, il y a de la guerre. Mais s'ils touchent la sécurité, il faudrait maintenant qu'il y ait des gens du terroir, les gens de chez nous, qui partent là-bas pour dire que le pays, il est calme, il est bon. Il ne faut pas que ça fasse comme ça fait dans le temps M. Alinguetti, qui est allé là-bas pour dire qu'il y avait la guerre chez nous au Congo. Au contraire, il a prêché pour nous. Plutôt à lui. Ouais, il a prêché pour nous. Il est allé arranger, mais bizarrement, on s'est attaqué. Je suis en train de parler de l'homme maintenant. C'est-à-dire que les médias aussi, parce que les médias, c'est un pouvoir. Ouais. Aujourd'hui, on parle du rêve américain. C'est venu d'où? Le média. Des médias. Oui. C'est-à-dire que le média a aussi un rôle
très grand à jouer dans cette affaire. C'est-à-dire que nous devons vendre autrement maintenant notre pays. Mais malheureusement, cher Patrick, vous savez qu'il y a des journalistes qui font le relais de la question du Rwanda. Cher Christian, c'est pas parce qu'il y a le faux que le vrai n'existe pas. Ouais. À côté du faux, il y a les vrais. Ouais. Maintenant, on peut utiliser les vrais pour parler en bien de la RDC. Très bien. Et vous savez que même on est à l'Est là-bas, il y a des gens qui festoient. C'est pas tout l'Est qui vit le problème qu'on a aujourd'hui au Congo. Mais si nous commençons à dire aux gens qui sont dehors, les investisseurs, nous commençons à parler en bien, même de l'Est, de Goma et de Bukavu. Parce que Bondanganga, c'est pas à côté. Hein. Ouais. C'est un peu plus loin. Mais vous savez, comme Kaniki le dit tout à l'heure, Jules Alinguet t'a dit exactement ce que vous dites. Hein. Mais je te dis, c'est la communauté congolaise qui voulait l'achever carrément. Non, mais tu dis qu'il n'y a pas de guerre, tu craches. Il y a même des gens qui ont dit que tu craches sur les morts. Il dit, je suis devant les Américains qui veulent investir chez vous. Comment voulez-vous que je dise à ces gens? Que je dise à ces gens qu'il y a la guerre là-bas, qu'on tue les gens et puis les investisseurs viendront, ils viendront jamais. Est-ce que je dois dire, parce que je dois encore dire que Christian n'a pas relayé les propos de Alinguetti. Oui. C'est-à-dire que c'est comme ça que ça se passe. Oui, lui, il dit quelque chose, maintenant les médias doivent suivre pour relayer ce qu'un homme politique a dit. Mais c'est ce qui n'a pas été fait. Alors Patrick, qu'est-ce que vous en pensez? Aujourd'hui, comment faire pour que nous ayons une belle image? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler à l'intérieur d'abord, il faut combattre sur le front. Qu'est-ce qu'il faut faire pour nous revêtir de cette très belle robe qui a été ternie? Bon, en tout cas, c'est une question en tout cas très importante, mais en même temps, c'est une question fourre-tout. Redorer notre image. Bon, pour redorer l'image, il faut d'abord connaître les causes de cette image qui est ternie dans une certaine mesure. J'ai parlé de l'homme politique qui en est la cause dans une certaine mesure, mais en même temps, je voulais dire un mot avant de répondre directement à la problématique. Je voulais dire de ce problème qui sévit dans notre pays à l'est de la République. Vous savez, lorsque on voit les différentes forces régionales, ok, nous avons la SADC, la CPGL aujourd'hui pour circuiter par CIRGL, vous avez les EAC, etc. et tout. Toutes ces forces régionales souffrent dans une certaine mesure d'un déficit en termes de cotisation des États membres. Et dans la plupart des cas, 70% ou voire même 90% de financement de ces forces régionales, ce sont les Américains, les Occidentaux qui financent ces forces régionales. Alors, ce qui fait qu'il y a une instrumentalisation même de ces forces régionales pour avantager les Occidentaux, les financeurs dans une certaine mesure. Alors, le budget de la MONUSCO. Aujourd'hui, nous travaillons, nous sommes là, l'insécurité bat son plein depuis belle lurette. On n'arrive pas à estomper alors que nous avons la plus grande mission des Nations Unies ici chez nous, qui, on se pose la question, qu'est-ce qu'elle fait exactement dans notre pays pendant que le M23 n'arrive pas, fait face à notre armée, fait face à la MONUSCO, et même une autre brigade qu'ils ont créée. Et donc, on n'arrive pas à le faire. Il faut comprendre ça. Nous devons comprendre ça parce que la MONUSCO est financée dans une certaine mesure par ces multinationales, ces occidentaux qui financent la MONUSCO. Mais en contrepartie, qu'est-ce que la MONUSCO doit donner à ces multinationales? C'est l'enjeu au niveau de notre partie Est. Le minerai qui sont exploités dans une certaine mesure, qui sont volés, pillés, etc., et subtilisés dans une certaine mesure, sont renvoyés par ces multinationales en termes de richesse, des minerais qu'on envoie, en contrepartie du financement que ces Occidentaux financent la MONUSCO. C'est pourquoi vous allez remarquer que les gens qui habitent dans ce parti insécurisé disent que la MONUSCO travaille des connivences avec le rebelle, etc. et tout, parce qu'on ne peut pas comprendre cette inertie de la MONUSCO dans une certaine mesure. Mais est-ce que c'est pas leur cahier des charges finalement? Ils disent qu'ils sont en observation. Ils disent pas qu'ils sont en attaque. Ils sont en observation, mais en 2012, il y a eu quand même 3 pays. La République sud-africaine, la Tanzanie, et je crois un autre pays qui est parvenu, et le Mali, les 3 pays
sont parvenus à extirper cette guerre dans cette partie-là par rapport à la brigade d'intervention qui a été instaurée au sein de la MONUSCO. Pourquoi cela ne peut pas être réitéré dans une certaine mesure? Parce que c'était la MONUSCO qui est parvenue à estomper cette guerre à l'Est en 2013. Vous voyez? Donc, il y a un problème sérieux là. Deuxième élément, vous allez remarquer que avec l'évolution des acteurs géopolitiques et géostratégiques dans le monde, on ne parle plus de guerre de conquête, etc. et tout. Et actuellement, ce sont des guerres qui sont dissimulées dans une certaine mesure. C'est-à-dire qu'on prend par exemple le Rwanda. On prend le Rwanda, on dit, ben, le Rwanda a un problème de terre. Il y a un boom démographique au sein du Rwanda. Mais le Rwanda caresse toujours un rêve de conquérir cette partie de la Suisse, de l'Afrique centrale, cette partie de Kivu. C'est connu de tout le monde. Pour étendre ses terres dans cette partie-là. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On instrumentalise le Rwanda pour travailler, parce que les États-Unis ne peuvent pas, je vais vous donner un élément, les États-Unis ne peuvent pas se montrer à découvert pour que les gens comprennent que les États-Unis, c'est les États-Unis qui agressent la République démocratique du Congo, qui veut subtiliser les richesses, le minerai de la République démocratique du Congo. On utilise le Rwanda. De la même manière que les États-Unis, à l'époque, lors de la guerre avec Saddam Hussein, lorsque Saddam Hussein a envahi la guerre du Golfe, les États-Unis lorgnaient le pétrole de l'Irak. Mais qu'est-ce que les États-Unis ont fait? Les États-Unis ne peuvent pas dévoiler ses intentions de subtiliser le pétrole de l'Irak. Les États-Unis ont attendu que Saddam Hussein fasse un faux pas du point de vue du droit international. Saddam Hussein a envahi le Koweït, dans une certaine mesure, et les États-Unis ont trouvé que c'était le moment le mieux indiqué pour attaquer Saddam Hussein, parce que dans l'argumentaire des Américains, il a violé la disposition internationale, du droit international, parce qu'après 1945, on a rendu prohibé tous les relents expansionnistes, des agressions, des intrusions contre l'intégrité territoriale des autres nations et tout. Donc, si nous comprenons cela, si nous comprenons que les acteurs internationaux jouent, parce que depuis avant même l'indépendance de notre pays, la République démocratique du Congo a été considérée comme un no man's land. C'est-à-dire qu'une terre sans hommes, où on devait puiser les richesses. Un bien sans maître. Oui, un bien sans maître dans une certaine mesure. Alors, lorsqu'il y a des pressions, par exemple, le président qui arrive au pouvoir, lorsqu'il y a des pressions au niveau interne, les populations veulent des développements, etc., qu'est-ce que ça pousse les dirigeants à faire quoi? À régenter un peu, à gérer le minerai de notre pays. Or, les Occidentaux ne veulent pas que nos présidents gèrent le minerai, cette partie-là. Il faut que c'est une proie que les dirigeants du pays doivent lâcher. Et à tout moment que les dirigeants chercheront à maîtriser, à mettre la main sur le minerai de cette partie-là, il y aura toujours de problèmes. Alors nous avons besoin des hommes qui réfléchissent à la grandeur de notre pays. Très bien. Des hommes qui peuvent quand même redorer cette image-là. C'est pourquoi je disais que c'était difficile pour moi de répondre à la question de lorsque j'observe des acteurs politiques en présence. Alors, M. Kaniki, avez-vous la réponse de ma question? Comment on peut faire aujourd'hui pour renverser les choses et pour recréer des conditions, voilà, de beaux vivres et des bons vivres? Monsieur Christian, vous savez, ce qui nous a fait le plus de mal, c'est l'infiltration rwando-kabylocratique. Parce que, au fait, tout est parti de là. Tout est parti de cette infiltration-là. Je parle de 96-97. Et ça nous a mené à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Nous avons déstructuré l'État. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait, comme les chefs de l'État,
a commencé déjà à le faire, c'est-à-dire convaincre. L'art de convaincre. L'art de convaincre ces pays. Parce qu'on ne peut pas aussi vivre en isolement. Il y a peu, il y a cela 4 ans, 5 ans, 10 ans, avec l'ancien régime, nous avons tenté de nous isoler de cette communauté internationale. Et ça nous a encore créé des problèmes, des difficultés énormes. Maintenant, nous nous rapprochons d'eux. Nous nous rapprochons des Occidentaux. Nous avons tenté de nous rapprocher des pays voisins pour l'intérêt de la paix. Mais le problème ici, cher Christian, c'est qu'ils veulent nous maintenir dans les désordres. Alors, mais comment faire pour nous en sortir? Comment faire pour nous en sortir? Il faudrait nous organiser à l'interne en recherchant une paix, une certaine paix. Parce que c'est cette paix-là qui va nous permettre au fait de nous organiser. Imaginons-nous le Rwanda un jour face à la RDC organisée et réorganisée, à la RDC restructurée, structurée même, avec tous les forfaits qu'ils ont eu à faire dans ces pays. Eh bien, ils se sentiront toujours en danger face à ces géants qui est la RDC. Oui, mais ces géants, vous êtes géants au pied d'argile, tu l'as dit. Exactement. Alors, vous dites qu'il faut qu'on s'organise Exactement. pour avoir une certaine paix, pour qu'on se réorganise. Effectivement, je le disais tantôt ici. Il est difficile de s'organiser pendant la guerre. Parce que tout ce que nous pouvons enclencher comme moyens financiers, nous allons les déverser dans la guerre. Et là, ça va mettre en difficulté la bonne marche du pays dans d'autres secteurs. La fonction publique, les paiements et tout, et j'en passe. Voilà pourquoi j'ai dit ceci. Le chef de l'État, lorsqu'il arriva au pouvoir, il a compris que ces messieurs veulent nous maintenir dans les désordres. Allons dans l'optique de la paix. Mais malheureusement, on nous impose cette même guerre-là. Et nous sommes obligés de faire cette guerre. Parce que nous sommes en légitime défense. Et la guerre, nous allons la faire et nous la faisons déjà. Parce que l'objectif final, c'est quoi? Avec tous ces unités, ces régiments, cette armée qui se restructure petit à petit. C'est pourquoi? C'est pour sécuriser nos frontières. C'est pour regagner les territoires ou bien les villages perdus. Je parle ici par exemple de Bunagana et j'en passe. Donc vous comprenez. Et au-delà de ça, nous ne pouvons pas refermer ou bien fermer la porte de la diplomatie. Parce que nous serons toujours obligés. Vous savez, le chef de l'État a été en Russie parce que la Russie semble aujourd'hui être un partenaire fiable et viable. Ouais, mais qui s'est abstenu. Qui s'est aussi abstenu. Il s'est abstenu, il n'a pas imposé quoi que ce soit là-bas. Il nous a laissé tomber. Et c'était ça le malheur. Parce que moi, j'attendais la Chine moi, n'a pas je même imposé son m'attendais, droit de veto. si les 10 pays ont voté non, eh bien, la Russie et la Chine devaient s'afficher clairement. Pas dans des déclarations, mais dans les votes. Et même le Kenya qui a été le seul pays à être présent lors de l'investiture du président de la République, qui s'est montré, genre, on va dire, celui qui sait faire la médiation et tout, mais là, il s'est tué. Hein. Effectivement, voilà. Donc, en fait, la RDC, c'est comme si la RDC seule. Mais alors, comment faire pour que l'on soit accompagné, Patrick? Comment faire pour que l'on soit accompagné? Parce que là, il nous reste plus que 15 ou 20 minutes. Parlons-en directement des propositions. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez aujourd'hui que si nous commençons la politique de la transformation de nos propres minéraux, est-ce que ça peut changer la donne, comme avec la Malaisie, l'Indonésie, avec Singapour? Si nous commençons aujourd'hui à transformer le cobalt chez nous, le coltan chez nous, le lithium chez nous, est-ce que ça peut changer la donne? Cher Christian, j'en viens. Mais j'aimerais rajouter quelque chose. Mouzé ayant compris qu'il ne menait pas la guerre contre... Parce que de fois, on parle des Rwandais, alors que le problème, c'est Kagame. C'est Kagame le pion des Américains. Mouzé ayant compris toutes ces choses, il a compris que la guerre ne se faisait pas que contre les Rwandais ou les Ougandais, si vous voulez, le Burundais, mais c'était les Américains et les Belges cachés. Je cite sa fameuse phrase, la guerre sera
populaire. C'est-à-dire longue et populaire. C'est-à-dire que c'est le peuple qui doit prendre les choses en main. Mais il a dit aussi qu'il faut ramener la guerre d'où elle est venue. Oui, oui, ça aussi, mais d'abord, le peuple doit prendre... Quand on dit le peuple doit se soulever, c'est pas créer beaucoup de choses mauvaises ici au Congo. Non, le peuple doit se prendre en charge, savoir que nous combattons contre les Américains. Mais il y a aussi une solution. J'ai pas le décor de ce qu'était Kagame avant qu'il soit président de la République au Rwanda. Mais il y a une force ici au Congo qu'on a appelée une mutualisation de forces entre la RDC et l'Ouganda. Mais ces gens-là, nous partageons même les renseignements militaires avec eux. C'est un danger. Comment on peut partager les renseignements militaires avec nos potentiels? Ça, ce ne sont plus des potentiels. Avec l'Ouganda, parce que quand ADF frappe au Congo, il se replie en Ouganda. Quand les M23 frappent ici, il se replie au Rwanda. C'est-à-dire qu'on peut déjà commencer à couper ce lien-là, couper ce bras-là d'avec Ouganda. Même avec cette mutualisation de force. Arrêtez un peu cette histoire-là. La transformation de nos minéraux, oui. On a déjà commencé, vous voyez, à Goma. Mais il faut bien parler avec les clients. Est-ce que le client, il vient avec ce pouvoir d'achat? C'est-à-dire que si... Parce que le client, il est malin. Hein. Quand il te propose un prix, tu refuses ce prix-là, et lui, il va là-bas, il met, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font, il dit que le diamant du Congo ne peut plus être vendu. C'est comme ça qu'il fait. Il fait un lobbying. C'est-à-dire qu'il fait son lobbying, négatif. il est grand. Mais nous devons avoir aussi un lobby grand aussi, c'est ça le problème. Pourquoi nous pensons qu'on doit toujours subir? Le mal, c'est que il y a certaines personnes qui viennent ici dans nos pays ou en RDC, c'est seulement pendant certaines périodes. On va voir quelqu'un qui vient avant les élections. Je vis aux États-Unis, j'ai 45 avions, j'ai beaucoup d'argent. Mais ces gens-là, si ce sont des personnes vraies, si ce ne sont pas des personnes créées pour le besoin de la cause, c'est le moment d'utiliser ces mêmes personnes-là pour créer une force afin que le potentiel client qui vient, vous avez parlé de la Russie, moi, je vous sens venir, vous parlez de qui? Hein, Patrick, t'as vu, hein? Il parle, là, je suis en train d'imaginer. Mais voilà, ils viennent ici, ils disent que j'ai beaucoup de choses. J'ai beaucoup de choses aux États-Unis, et puis quand ils viennent ici, on voit même pas de vous voyez un peu. Mais il est temps que toutes ces personnes mettent les efforts, qu'on s'associe, qu'on s'organise à l'interne. Quand je parle de l'interne, c'est même les Congolais qui vivent à l'étranger. Fabriquer les armes, par exemple? Mais nous avons Ista ici. Vous savez, la force de Kadhafi, c'était quoi? Il a pris les ingénieurs de chez lui. Parce que quand on voit une arme, tout ce qui est la composition d'une arme, nous le trouvons ici au Congo. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec nos ingénieurs? J'ai même ouï dire que parmi les ingénieurs de Kadhafi, il y a 2 Congolais. Vous imaginez? Ça ne manquera pas. Est-ce que vous savez quelle arme qui a tué chez Shinzo? Comment il s'appelle encore le premier ministre? Shinzo Abe. Oui, oui. Ben, c'est une arme de fabrication locale. Ben voilà. C'est-à-dire c'est un monsieur de 41 ans, un chômeur, qui lui a fabriqué cette arme chez lui. Imaginez un peu. Si déjà un monsieur peut fabriquer ces armes, et comment un État ne peut pas le faire? On dit que Mobutu avait déjà des ambitions comme ça. Kabila le père, il pensait le faire. Ben voilà. Je crois 2 millions, quelque chose, mais malheureusement Kabila, quand il sort l'argent, quelques temps après, le gars décède. Ben voilà. Ouais. On peut prendre les ressources internes. Oui. Nous avons la tête qu'il faut. Nous avons les matières qu'il faut. Ça c'est des solutions à long et à moyen terme. Voilà. C'est-à-dire qu'à long terme, nous prenons nos étudiants, nous prenons nos scientifiques, allez, enfermez-vous quelque part, créez-nous des armes. Mais à moyen terme, nous commençons, à court terme, nous commençons d'abord par rompre les bras avec l'Ouganda. Hein? Nous commençons à renégocier les contrats. Les États-Unis, vous nous donnez quoi si vous ne voulez pas? Nous, on tourne vers Pyongyang. La Corée du Nord existe. Hein? C'est-à-dire que vous avez besoin de ces choses-là, la Corée aussi en a besoin. Oui, bien sûr. Voilà. Une fois que vous osez, mais alors là, c'est terrible. Ça prendra ce courage de tourner le pays. Par exemple, là, il y a la Russie qui vous attend. Voilà. Et la Russie, c'est qu'on a un potentiel nucléaire, mais terriblement. Terrible. Nous savons que nous avons mis terme à la guerre du Japon. Parce que c'est nous qui avons, c'est l'uranium de Shokolobo, je pense, qui a réglé le problème. J'ai mal prononcé peut-être. Mais est-ce que nous savons montrer le potentiel que nous avons aux autres afin de créer une sorte de chantage aussi? Il faut demander. Il faut demander. Si hier, ça n'a pas été demandé aux gens, aujourd'hui on peut lancer cet appel-là et il y aura des gens. Christian, aujourd'hui vous vous distinguez dans les médias. C'est-à-dire qu'il y a des gens comme vous qui peuvent se distinguer aussi dans d'autres domaines. On a le potentiel qu'il faut. Le Congolais, on a la tête qu'il faut, on a les personnes qu'il faut. Seulement il faut qu'on recadre tout ça pour l'intérêt de la nation. Qu'est-ce que vous en pensez, Patrick? Oui, déjà, je corrobore à l'idée
de proposer quand même de marcher à ces puissances-là par rapport à nos potentialités, quand bien même on sait pertinemment bien que eux-mêmes connaissent mieux nos potentialités que nous-mêmes parfois. Malheureusement. Parce que le secteur de recherche est vraiment totalement en désuétude et tout. Alors, par rapport à comment nous en sortir, Oui. moi je pense qu'il faut que l'homme congolais soit doté d'une certaine personnalité à ne pas céder face à certaines bêtises, face aux femmes surtout. Oh. Lorsque vous parlez de la République démocratique du Congo comme étant Une très belle femme. très belle femme que les autres convoitent, mais c'est dans une certaine mesure aussi notre propre talon d'Achille. Vous allez remarquer que l'infiltration qu'évoque José Kaniki, l'infiltration part de là. Comment font les Rwandais pour nous infiltrer? Ils récupèrent des gens au niveau des universités, au niveau de la diaspora et tout. Lorsque on sait que vous êtes un acteur politique, certainement vous êtes de la diaspora parce que les gens de la diaspora ont un certain impact sur la politique interne de pays. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vous recrutent. Ils savent que vous êtes intelligent au niveau de l'université. On vous recrute. On vous recrute. On met à côté de vous de femmes. Des belles femmes. Vous succombez à ce belle femme. Alors que nous avons les belles femmes d'Afrique. oui. Bien sûr, bien sûr. On en a des belles femmes. Dans l'utopie de l'espace, ce sont les femmes de l'autre ailleurs qui sont... Voilà. Donc on est dans cette utopie. Et dans l'utopie du temps, vivre mieux, c'est ailleurs. Effectivement. Moi, je suis convaincu que nous avons des belles femmes. Nous avons des très belles femmes. Alors, mettez-les dans les services de sécurité. Mais justement, envoyez-les dans les ambassades. Mais justement, elles vous apporteront des informations. Attendez, lorsque par exemple, bon, je ne veux pas aller dans ce sens-là parce que c'est quand même... mais vous allez remarquer qu'on utilise des femmes. Oui. On utilise des femmes, on met des femmes pour infiltrer nos acteurs politiques, au point que nos acteurs politiques, lorsqu'il faut prendre des décisions sérieuses, ils n'arrivent pas parce qu'ils sont... ils ont un dilemme, ils ont face à eux. Ou même quand ils prennent des décisions, ces femmes-là sont au courant. Elles annoncent. Mais ça, c'est même la Russie le fait. La Russie a envoyé, on a renvoyé la femme aux États-Unis, une très belle femme aux États-Unis. On l'a renvoyée parce qu'elle n'a pas accompli la mission qu'elle pouvait. Bon, mais protégée par l'État russe et tout. Faites-le. Il y a ça. Il y a au niveau de qu'est-ce qu'on fait par exemple? Il faut aussi arriver à surveiller les enrichissements suspects des acteurs. Au lieu d'avoir des femmes battantes dans les réseaux sociaux, les influenceuses, mais qu'elles partent faire là. Oui, mais effectivement, parce que l'infiltration aujourd'hui, ce sont les femmes. Bien sûr. Ce sont les femmes. Que font les terroristes? On les prépare, on les entraîne à ne pas succomber face au charme de femmes. Et puis, on leur dit ils doivent attendre les 12 vierges au paradis. Et quand ils se battent, ils savent que si je meurs, je vais rencontrer 12 vierges au paradis. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, il y a ça. Il y a aussi un problème aussi. Vous savez, lorsque on doit prendre des décisions courageuses pour redorer l'image de ce pays, par exemple, pour ce cas de l'Est, il faut qu'il y ait un consensus national, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un dialogue autour duquel il faut prendre des décisions, de manière à ce que le président, lorsqu'il va prendre une décision courageuse qui va concerner la République démocratique du Congo, qu'on n'écrit pas à la trahison, qu'on ne dise pas qu'il a fait ça, il a trahi la République, etc. Parce qu'en amont, on aurait déjà réfléchi et levé des options de manière consensuelle pour prendre des décisions courageuses. C'est aussi très important. Donc faire une espèce de consensus autour duquel des décisions courageuses vont émaner par rapport au problème qui assaille notre République. Mais en même temps, il faut instaurer en tout cas un service militaire. Très important. Le président de la République avait appelé à la mobilisation des jeunes pour constituer cette réserve militaire, etc. Et tout. Moi, je pense qu'il faudrait formaliser cela et rendre ça obligatoire et opérationnel, en tout cas. C'est quelque chose de très bien sur lequel on doit réfléchir forcément pour redorer l'image de notre pays. Monsieur Kaniki, vous avez la parole, puis vous concluez en même temps, et puis on fait la conclusion pour tout le monde. On terminera avec vous, monsieur Patrick. Allez-y, monsieur Kaniki. Merci beaucoup. Je reviens un peu sur ce que vous avez dit en parlant de la Malaisie. Je me pose la question, la Malaisie est un pays sous
la zone d'influence de quel pays, entre guillemets, de quel grand pays? Je ne pense pas qu'il est sous influence. Non, aujourd'hui, c'est quand même des pays qui se développent, qui s'en sortent. Hein. Pourquoi ils s'en sortent? Affranchis. Pourquoi ils s'en sortent? Parce qu'ils ont vécu pendant des années dans cette paix-là. Ouais. Ça leur permet de pouvoir s'organiser, comme je le disais. Ça leur permet de s'équiper. Ça leur permet de pouvoir s'occuper de leur peuple dans la paix. Je prends l'exemple de la Libye. Bien qu'ils n'étaient pas en odeur de sainteté avec les Américains, mais ils étaient en paix. Ouais. Et ça a permis la Libye de pouvoir évoluer. Jusqu'à ce que... Exactement. Voilà. Je prends le Botswana. Je prends l'Afrique du Sud. Ce sont des pays qui n'ont presque jamais eu à connaître des guerres. Mais pas l'Afrique du Sud. Hein. L'Afrique du Sud a connu pire parfois. Non, l'apartheid, c'était quand même quelque chose. L'apartheid, c'est autre chose. Ouais. C'est autre chose. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais je parle de la guerre, de l'infiltration, de tout ce genre de mots. Mais avec la RDC, eh bien, comme vous le disiez tantôt, une belle femme, c'est tout le monde qui tourne autour d'elle. Et pour peut-être faire des bêtises. Voilà pourquoi moi j'ai dit ceci. Et j'encourage le chef de l'État de continuer dans l'optique qu'il a y à prendre. Et vous allez remarquer pour une première fois, même les catholiques, entre guillemets, ou bien les responsables catholiques, acceptent pour une fois, depuis que le chef de l'État est là, acceptent l'approche que le chef de l'État a eu à prendre. C'est-à-dire la diplomatie d'un côté, mais de l'autre côté, l'option militaire. Et on va concomitamment par rapport à ces deux approches pour rechercher quoi? La paix. Et au-delà de ça, d'ici quelques jours, le chef de l'État va recevoir, comment on les appelle, les opérateurs économiques. C'est pourquoi? C'est pour essayer d'encadrer et d'amener à ce qu'il y ait un bon climat d'affaires. Parce que c'est là nous fait aussi défaut. Le problème ici, c'est quoi? Même avec ces opérateurs économiques, ce sont des hypocrites. Pourquoi ce sont des hypocrites? Parce qu'ils sont habitués à ne pas payer des taxes. Ils sont habitués à faire du n'importe quoi sur le dos des Congolais. C'est la mafia. Voilà le mot. Au fait, c'est de l'omerta. Tout le monde faisait ce qu'il voulait dans ces pays. Et maintenant, lorsque vous avez en face de vous un chef d'État qui est déterminé, qui se bat pour ramener les choses, vous avez vu comment on a descendu le ministre de l'économie. Il y a beaucoup à dire et à redire derrière cette affaire. Donc, nous voulons dire ceci pour terminer, que nous allons, c'est vrai, avec beaucoup de difficultés, aller mollo mollo, nous allons monter en puissance. Est-ce que l'approche du président, ça vous arrange? C'est la meilleure des approches. Parce que lorsque vous notez que pour l'option militaire, comme le veut certains Congolais, avons-nous déjà tous les moyens possibles, les moyens militaires pour aller en guerre face à des pays, je dis bien, à des pays qui ont pris 25 ans dans la paix, qui ont pris des armes, qui se sont achetés des armes à leur guise, pendant que nous étions entre guillemets sous embargo. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Patrick? Vous rebondissez bien évidemment, mais est-ce que l'approche du président, ça vous intéresse? Et puis vous concluez. J'aime bien cette approche, l'approche du président, c'est-à-dire qu'il a pris la diplomatie et à côté l'armée n'a pas baissé les bras. C'est-à-dire que j'aime dire c'est que ce dicton m'intéresse beaucoup. Parce qu'on a parlé de la RDC aujourd'hui comme une belle femme. On dit généralement que la plus belle femme au monde ne donne que ce qu'elle a. Alors, il est temps que la RDC se replie, se regarde face l'introspection. Qu'est-ce qu'on a comme ressources à l'interne? Ok? Mais il y a encore un autre dicton qui dit, au grand mot, le grand remède. C'est-à-dire que pendant que M. Félix Tshisekedi est sur le front diplomatique, l'armée n'a pas baissé ses bras. Mais moi, j'ai toujours posé cette question à un monsieur qu'on a appelé Mwanda Semi, qu'on appelle Mwanda Semi. Est-ce que ces Noirs-là ne tuent que les Congolais? Bandika? Ça ne tue que les Quinois, ça ne tue que les Congolais. C'est-à-dire que, parce que nous sommes sous embargo, tous les moyens sont possibles, on peut utiliser.
Oui. C'est-à-dire que tous les moyens sont bons pour gagner une guerre. D'accord. La diplomatie à gauche, la bataille à droite. Et la sorcellerie même, s'il faut. Si possible. Si ça peut nous emmener quelque chose de bon pour une fois. Juste seulement. Pourquoi pas. Merci beaucoup Merci, à vous, merci M. bien, Patrick. merci Alors, bien. on termine avec vous, Patrick Kalinga. Je crois que s'il faut placer un dernier mot, nous avons quand même beaucoup souffert par rapport à l'agression intempestive du Rwanda qui instrumentalise, j'ai même envie de dire exactement comme le président de l'Assemblée nationale, le bras armé, le bras séculier de l'armée rwandaise, le M23, mais on sait pertinemment bien aujourd'hui que c'est pas le M23, c'est le Rwanda et tout. Alors, moi je pense qu'il va falloir que nous renforcions le service de renseignement, que nous exportions cette agression de façon dissimulée au Rwanda, parce que déjà lors de l'interview de Kagame avec le journaliste de France 24, il a quand même semblé se prononcer déjà par rapport aux élections qui vont se dérouler en 2024 au Rwanda. Et donc, il dit qu'il a encore 20 ans et tout à rester au pouvoir. Alors nous, la RDC, le fait que Kagame reste au pouvoir, c'est comme il a une attitude belliqueuse à notre endroit, il va falloir que nous travaillions pour que Kagame ne soit pas élu et qu'on le fasse disparaître politiquement au niveau du Rwanda et que nous choisissons un pion qui pourrait, demain, lors des élections au Rwanda, devenir président de la République. Comme ça, on va négocier avec ce futur président au Rwanda. C'est ce qu'il faut travailler. C'est ce à quoi il faut travailler. C'est que Mobutu faisait, il plaçait les présidents. Justement, J'imagine la justement, lourde vous allez remarquer qu'avec Abiyarimana, on avait, c'était vraiment une bonne entente avec le Rwanda, etc. Oui, c'était une bonne entente pour nous, le Congo, mais Oui. pour eux, c'était pour eux embêtant. Non, mais parce ils que disaient c'est que l'armée zaïroise pouvait piétiner à tout moment sur Kigali. Et celui-là, ça les arrangeait pas. il a toujours été un mercenaire, un rebelle. Et donc, il ne changera pas. Donc, il est venu le moment de changer la présidence du Rwanda. Parce que les Rwandais sont en train de souffrir, mais silencieusement. Les Rwandais ne sont pas d'accord par rapport aux agissements de Je ne Paul pense Kagame. pas, parce qu'après, c'est compliqué quand même de vivre dans un pays où vous n'avez pas la parole, où voilà. vous ne pouvez pas réfléchir, Imaginez. où il y a une émission pareille, c'est synonyme à un Ça ne peut pas. attentat. On va vous arrêter, Mais vous ne on faites va pas. vous arrêter, Vous ne on peut faites même pas. vous assassiner. Ah, Il là, y a c'est même vrai. des opposants politiques qui sont assassinés dans d'autres pays. Dans d'autres pays. Kagame est capable de faire cela. Il y a un opposant au régime de Paul Kagame qui a été assassiné en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, Est-ce que vous trouvez ça normal? Donc lui, il se permet de tout faire et nous devons le caresser dans le sens du poil. Non, Paul Kagame, non, c'est un assassin, c'est un criminel. Il faudrait employer les mêmes armes et l'employer de la plus belle manière. On peut l'évincer à la tête du Rwanda et offrir au peuple rwandais ce que nous voulons, c'est-à-dire que l'entente mutuelle, parce que nous sommes appelés et condamnés à vivre ensemble, ce n'est pas le peuple rwandais qui se trouve être l'adversaire du peuple congolais, mais c'est Kagame, le criminel, qu'on doit évincer. Et il ne doit pas se représenter lors des élections de 2024 au Rwanda. Vous êtes trop dur. Hein. Non mais c'est clair. Vous partagez le... C'est pas pour le moment. Je pense pas qu'on soit suffisamment outillé pour ça. Parce qu'il faut, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte pour évincer un président, pour même travailler de manière à ce qu'il ne se représente pas. C'est le moment du travailler en tout cas. Vous pensez je pense En que- une année, ça sera Vous savez, compliqué. si Mobutu était devenu fort, il faudrait le signaler, pas seul aussi. C'est parce qu'il y avait ces Occidentaux derrière. Ben, il faut d'abord créer les alliés mais qu'il malheureusement, faut. depuis l'arrivée de la Kabylie, le curseur, entre guillemets, international, qui était sur notre pays, de manière positive, eh bien, il est allé vers l'Afrique de l'Est. Et l'Afrique de l'Est, qui en est le pion? Eh bien, c'est Le bel et bien Rwanda le et- monsieur. Merci beaucoup à vous tous. Merci d'avoir répondu à nos questions, Merci. Patrick Sahel. Merci. Je crois que c'est la première fois, mais pas la dernière fois. J'espère. Vous aurez notre invitation à tout moment. Merci, Merci Patrick bien. Kalinga, vous êtes un habitué de cette émission. Merci à monsieur Kaniki José, vous êtes cadre de ACP, le Exactement. parti cher au gouverneur de la ville de Kinshasa. Jean-Tiningo Villaba. Jean-Philippe Ngobila, et vous êtes Très communicateur de l'Union Qui est en sacrée. polémique avec l'UNT là. On se n'avons pas eu retrouve le temps. prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.